Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre organisée dans le sillage de la publication aux éditions Albin Michel du roman de Philippe Collin, Le barman du Ritz. Philippe Collin, vous êtes une voix familière des auditeurs de France Inter, mais également des amateurs de podcasts. Vous êtes en effet le producteur de séries documentaires historiques qui, sur le temps long, nous font découvrir ou redécouvrir des personnalités qui ont marqué l'histoire. Citons Napoléon, Simone de Beauvoir, Molière, Pétain, Cléopâtre ou encore Léon Blum. Léon Blum qui a été donc adapté en film documentaire et qui sera diffusé ce soir en prime time. Donc c'est un documentaire inédit sur France 5. Alors avec le concours d'historiennes et d'historiens et la mobilisation d'archives, ces séries battent en brèche un certain nombre d'idées reçues et de stéréotypes pour dresser un portrait détaillé et nuancé de ces personnages qui sont souvent iconiques, mais également de l'époque dans laquelle ils vivaient. Et nous le savons, ces séries radiophoniques rencontrent un franc succès en raison de la qualité du travail documentaire effectué, mais aussi en raison de vos talents de conteurs. Talent de conteur qu'on retrouve dans ce premier roman qui se déroule à Paris sous l'occupation allemande et qui met en scène Frank Meyer, personnage qui était mondialement connu dans les années 30 pour son expertise dans la création de cocktails et qui est depuis tombé dans l'oubli. Donc, vous exhumez ce personnage. Alors, j'imagine le livre a été publié il y a quelques mois, donc que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement à le lire et à l'offrir aussi, car c'est une formidable porte d'entrée pour voyager dans le Paris de l'occupation, enfin du moins dans un certain Paris de l'occupation que nous allons explorer avec notre complice Chloé Leprince, que c'est toujours un plaisir de recevoir à l'auditorium, et qui est historienne et journaliste à France Culture. Chloé, donc je vais te céder la parole. À la fin de la discussion entre Philippe Collin et Chloé Leprince, vous aurez la possibilité de poser des questions à notre invité et de vous procurer l'ouvrage, si ce n'est pas encore fait, et de le faire signer par son auteur. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Julie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Philippe Collin. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Chloé. Alors Julie a quand même présenté Philippe Collin, mais on ne présente plus Philippe Collin, mais on peut quand même effectivement souligner ce talent de passeur, et là je trouve que c'est d'autant plus important de le rappeler que... certes, on vous connaît bien alors j'avais retenu 184 épisodes de Face à l'Histoire. Et en fait, évidemment, on est dimanche, donc c'est 185 épisodes. Donc, évidemment, votre voix, votre façon de raconter l'histoire nous est familière, sauf que là, c'est un peu différent quand même, parce que précisément, on va entrer directement dans le vif du sujet. C'est un roman historique. Alors, un roman historique sur un personnage réel, un personnage que vous n'avez par définition jamais rencontré, puisqu'il est mort peu après la Seconde Guerre mondiale. Pardon, je spoil la fin. Et donc, il a bien vécu pendant l'occupation. C'est un juif autrichien qui est barman au Ritz pendant l'occupation allemande à Paris. Vous ne le rencontrez pas et pourtant, c'est vous qui nous le faites rencontrer, mais pas comme d'habitude, si je peux le dire de façon un peu triviale comme ça, parce que précisément, c'est un roman historique. Donc, c'est aussi vous que nous rencontrons à travers ce roman, peut-être davantage que d'habitude, je ne sais pas. On va aussi aborder ces questions d'écriture et où est-ce qu'on vous trouve dans cette aventure qui a donné lieu à ce livre qui a paru en avril, c'est ça ? Exactement, oui, fin avril. Chez Albin Michel, avril 2024. Ça s'appelle Le barman du Ritz. C'est écrit roman sur la couverture. C'est l'histoire d'un personnage réel. Et évidemment, dans vos podcasts, on sait que vous vous attachez à des personnages et même à des personnages secondaires. C'est comme ça que d'habitude, vous nous guidez déjà. Julie en citait un certain nombre. Il y a aussi Céline, il y a évidemment Pétain, Blum, Simone de Beauvoir. Là,
qu'est-ce que ce serait la différence de nous emmener sur les pas de Frank Meyer, ce barman au Ritz pendant l'occupation, à travers un roman, pourquoi pas une biographie? Alors ça, c'est une très bonne première question, Chloé, parce que je me suis beaucoup posé la question de la biographie de Frank Meyer. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la littérature qui va là où l'histoire ne peut pas aller, ça c'est vraiment important de le dire, une des raisons, c'est que la documentation concernant Frank était très compliquée à réunir. Donc j'ai réuni tout ce que j'ai pu réunir de l'être humain, du personnage issu du réel, sa vie d'homme, mais j'en ai fait un personnage, parce qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, de brouillard, d'inconnus, qui m'ont été utiles d'ailleurs, puisque vous l'avez justement dit, il y a sans doute beaucoup de moi dans ce roman. Donc je me suis peut-être emparé un peu de la vie de Frank par certains côtés. Mais devant ces manques d'archives et d'inconnus, vraiment d'inconnus, je me suis dit, bon, peut-être que tu peux émettre des suppositions tirées d'indices, de traces, voire d'inconnus, et commencer à tisser une histoire autour de lui. Voilà. Donc à la fois, il y a évidemment des éléments dont je dispose et d'autres dont je ne dispose pas. Et abordons tout de suite le premier sujet. Vous avez dit juif autrichien. Je suppose qu'il est juif. J'allais un peu vite en besogne. J'aimerais que vous nous racontiez qui il était. Est-ce que vous pouvez nous brosser son portrait? Bien sûr, je vais raconter. Alors, partons du principe qu'on commence par parler de l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Frank Meyer? Il est né en 1884 au Tyrol autrichien, dans un petit village qui s'appelle Kirchberg, de parents sans doute assez prolétaires. Il quitte le vieux monde à la fin du 19e, a priori 1898, il a 14 ans, pour New York. Il passe par la Belgique, croit-on. Voilà. À New York, il va y rester plusieurs années. Il va être formé par Charles Mahoney, qui était, on va dire, une sorte de pape des barmen américains. Formé à l'art du cocktail. Formé à l'art du cocktail, mais aussi pas que. C'est-à-dire que ça, c'est un peu documenté. On voit bien que Charles avait, comment dire, une perception de son métier qui était à la fois un mélangeur de boissons, mais aussi un psychologue d'un monde du luxe. Donc il a donné beaucoup sans doute d'astuces à Frank de comment est-ce qu'on tient un bar avec une telle clientèle. Donc il a appris ce métier auprès de Charles Mahoney, donc à l'Hoffman House, qui était vraiment un lieu très luxueux de New York, Manhattan, fin 19e, début 20e. Le Hoffman ferme en 1905, il y a une crise financière, il ne va pas réouvrir. Frank perd son job d'apprenti barman à l'Hoffman House, donc décide de revenir en Europe. Il ouvre un bar en 1907-1909, on ne sait pas vraiment, rue des Capucines, le Brunswick, un bar américain qu'il ouvre dans le quartier de l'Opéra. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un quartier d'immigration américaine, donc il y a à peu près 5000 ressortissants américains qui vivent là à l'époque, donc il y a une clientèle qui aime ces cocktails qui sont déjà un peu à la mode aux États-Unis. Donc il ouvre un bar qui fonctionne très bien. Au passage, anecdote, mais c'est la première piste de bowling en France, puisque Frank ramène avec lui une sorte de divertissement aussi du bar. Et donc ça marche plutôt pas mal. Et pas très loin, sur les Champs-Élysées, il y a un hôtel qui s'appelle le Claridge, qui est dirigé par Claude Ozello. Ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Et ce Claridge, cet hôtel, reçoit une clientèle américaine moins fortunée que celle qui peut aller au Ritz. Et donc, ne pouvant pas se payer les luxes du Ritz, Claude Ozello envoie sa clientèle chez Frank Meyer, au Brunswick, rue des Capucines. Donc, ils vont nouer ici une sorte d'amitié. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, 1914. Frank est autrichien, tyrolien, pas français, mais il a été sans doute, imbibé par le patriotisme de Claude Ozello, qui est un Niçois, originaire de Nice. Et Frank décide de s'engager dans la Première Guerre mondiale, côté français, dans la Légion étrangère, puisqu'il n'est pas français, encore une fois. Donc il est formé, c'est le régiment marocain, on appelle ça. Il est formé dans l'Est de la France et il va faire la Première Guerre mondiale sans une égratignure, mais en étant quand même vaillant et courageux. On est à peu près persuadé, son dossier militaire nous laisse penser qu'en 1915, il est à la crête de Vimy. La crête de Vimy, c'est la seule et unique fois où l'armée française perce la ligne allemande. Le général qui dirige cet assaut, c'est Philippe Pétain. Donc on peut imaginer, en tout cas, il n'a pas forcément croisé Pétain, mais il était sous les ordres du général Pétain. Sorti de la guerre 1921, au grand homme, la patrie reconnaissante, il devient français en 1921. Année même où il rentre au Ritz,
parce que le Ritz s'est dit, il nous faudrait maintenant un bar américain, c'est très à la mode. Nous avions en effet entendu parler d'un barman qui avait fait un peu parler de lui avant-guerre au quartier de l'Opéra. Donc on récupère Frank Meyer pour ouvrir un bar américain. Et là, pendant 2 décennies, il va devenir en effet ce qu'on appelait à l'époque le plus grand barman du monde. C'est un titre un peu bizarre et un peu pompeux, mais en effet, il va devenir une vraie célébrité dans le monde du luxe, mais pas que. À Paris, on connaît Frank Meyer. Il est connu dans le monde entier, c'est ça qu'on découvre en vous lisant. Oui, parce que prenons un exemple très concret. Chloé, par exemple, en 1933, il va passer le mois d'août aux États-Unis en vacances avec sa femme et son fils. Et à peine a-t-il posé le pied à New York que le New York Herald Tribune lui consacre une pleine page. Frank Meyer est en ville, donc on pose des questions à Frank Meyer, comment va-t-il, les souvenirs de sa formation à New York au début du XXe siècle, etc. Donc il a ce statut, d'ailleurs c'est assez troublant quand on va sur Retro News, quand on va fouiller les archives de la presse, on s'aperçoit qu'il est assez présent. Bon, c'est pas non plus la reine d'Angleterre, hein, mais en effet il est là, c'est-à-dire qu'il y a des interviews, il y a des portraits dans la presse française, la presse américaine, la presse anglaise. Donc il a cette notoriété-là, et par ailleurs, il a fondé un monde, un tout petit monde, hein. Son bar c'est tout petit, mais un monde à la fois de raffinement, d'esthétisme, un monde cosmopolite, où viennent beaucoup de célébrités. Donc dans ce petit univers qu'il a créé, il est en effet extrêmement célèbre. Et évidemment, on sait bien à Paris que ce Frank Meyer côtoie les plus grands du monde. Donc il est à la fois connu dans ce monde de luxe, mais y compris dans des classes populaires à Paris. Parce qu'on connaît cette aventure de ce petit barman qui est devenu un des... Vous savez, à l'époque, Franck a ce pouvoir qu'il n'aura plus sous l'occupation de choisir ses clients. Donc il fait ou il défait des réputations. Pouvez-vous accéder au bar ou pas? Et c'est Franck qui décide de qui peut entrer ou pas. Donc vous voyez, il a ce statut un peu particulier d'un homme qui en effet qui s'est accompli socialement et qui a atteint un certain niveau de vie. Il est assez riche d'ailleurs, par les pourboires, etc. Il a une Bentley, il roule en Bentley dans Paris, il va à la Tour d'Argent, il est sapé comme un milord. Donc voilà, ça c'est documenté, Chloé. Tout ça, on le sait. Et en même temps, c'est fragile. Et en même temps, c'est fragile. C'est fragile parce que, prenons donc cette première occurrence, juif autrichien. Bon. Frank Meyer est-il juif? Une vraie question fondamentale. J'ai supputé en tant que romancier qu'il l'était. Bon. Alors, il y a des vous traces. faites dire, pardon, je vous interromps, Oui. vous faites dire à la Gestapo quand ils font son interrogatoire qu'il Oui. n'est pas non plus, il n'est pas sur les registres Oui. Des synagogues au Tyrol. Il est sur les registres, Nulle aucun part. registre Nulle locaux part. en réalité. Je dis ça parce que je n'ai trouvé ni C'est un une parade de romancier. de romancier et qui fait un tout petit peu écho à une recherche historienne, c'est-à-dire que je n'ai trouvé aucun document. C'est-à-dire ni un certificat d'une synagogue, ni un certificat de baptême. Je n'ai rien trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais il y a des traces de sa judéité. Ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, il y a à la fois... Par exemple. Alors, les exemples. Il y a 3 sources assez intéressantes. La première, c'est qu'il y a un témoignage de Inga Haag, qui est une espionne allemande, qui a témoigné en 1995 auprès de Claude Roulet, qui était le numéro 2 du Ritz, mais qui est devenu une sorte d'archiviste du Ritz. Elle a témoigné, à propos de Frank Meyer, qu'elle était à peu près persuadée qu'il était juif, que Hans Speidel, qui est donc l'aide de camp du gouverneur militaire de Paris sous l'occupation, lui a dit que Frank Meyer était juif, et que même il l'avait protégé. Et donc Claude était un peu troublé, parce qu'il n'avait jamais entendu parler de cette histoire, donc il a été voir des anciens employés du Ritz. En 95-98, il y a encore beaucoup de gens qui ont connu Frank Meyer. Et Claude est assez surpris, puisque beaucoup d'employés lui disent « Mais si, Frank était juif. » Il nous l'a dit plusieurs fois. Donc ça fait une petite trace, une petite occurrence. La deuxième chose, c'est que durant les années 30, Claude Ozello va monter en gamme dans la direction du Ritz. Mais il est l'époux d'une américaine juive qui s'appelle Blanche Ozello, mais de son nom de jeune fille, c'est Blanche Rubinstein. Elle est juive, new-yorkaise, ancienne actrice, qui s'est mariée à Claude Ozello. Et on raconte, Claude sait que Marie-Louise Ritz, la propriétaire, est antisémite. Et donc il craint, pour sa carrière, que cette épouse d'origine juive américaine puisse l'empêcher d'avancer. Et donc il se retourne vers Frank Meyer pour changer les papiers de naissance de Blanche Rubinstein, qui devient Blanche Ross, R-O-2-S, catholique de Cleveland dans le Midwest. Donc c'est Frank Meyer qui va s'occuper
de changer les papiers bien avant la guerre, hein, on est en 1934 je crois, les papiers de Blanche Ozello. Et donc, à la fois, il le fait, il ne le dira jamais, jamais il ne dénoncera Blanche Ozello pendant l'occupation, et surtout, le neveu de Blanche Ozello a écrit une biographie de sa tante, qui est sortie aux États-Unis en 1978, où lui affirme que sa tante lui a dit que Franck était juif, et surtout, elle lui a dit, et en tout cas, c'est ce qu'écrit le neveu, c'est un témoignage, hein, d'où la trace, qu'elle avait été surprise des connexions de Franck dans la communauté juive de Paris. C'est-à-dire qu'il était très connecté avec toute une communauté juive de Paris, donc il s'est dit, ah, c'est un peu étrange, et Franck lui aurait dit qu'il était juif. Mais tout ça, vous voyez, c'est uniquement des témoignages. Et voilà. Et la dernière chose qu'on peut dire, qui peut laisser penser qu'en tout cas, Franck a pu se sentir juif, c'est que jamais il n'a dénoncé qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il savait, il connaissait les juifs de l'hôtel, il connaissait des juifs qui étaient cachés sous les combles, il savait que la femme du directeur était juive, et que jamais, 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 il n'a rien dit. Donc, sans doute, peut-être s'est-il senti juif dans les regards des nazis, je n'en sais rien. Mais sur cette base-là d'informations, j'ai postulé que Franck Meyer était juif. Mais vous voyez, c'est fragile. Évidemment, c'est fragile. Mais c'est intéressant parce que du coup, le romancier s'empare de quelque chose qui fait une sorte de voyage, en fait, même comment dire, émotionnel. Voilà. Ici, on est aussi dans un lieu qui, depuis son origine, à sa fondation, a pour principe d'être un centre d'archives. Et évidemment, ce n'est pas du tout neutre de se poser ces questions de source ici, dans un bâtiment comme celui-ci. Quelle liberté le fait de choisir, d'assumer, d'endosser la posture du romancier vous a donné, et vous donniez un exemple par rapport à affirmer, postuler, mais aussi du coup tramer une histoire à partir de la judéité de Franck Meyer. Quelle autre liberté ça vous donnait plus largement dans l'écriture? Je vais vous faire une confidence. Les journalistes adorent regarder probablement ils commencent par ça d'ailleurs, les remerciements à la fin d'un livre. C'est une petite mondanité, c'est un peu de name dropping, mais pas que. C'est souvent très, très édifiant, en fait. Ça nous permet aussi de comprendre d'où les gens écrivent l'histoire, à partir de quels matériaux. Même un historien lui-même n'écrit pas tout seul, il écrit après d'autres historiens. Mais c'est aussi valable pour Philippe Collin, parce que j'en ai compté 18 des historiens que vous remerciez. Oui. Et en fait, il y en a davantage. Vous dites, je n'en cite ici que quelques-uns, mais ils sont bien plus nombreux. Jean-Pierre Azéma, Pascal Horry, Henri Rousseau, Olivier Viviorca, Laurent Dozou, Christian Ingrao, Julian Jackson, Bénédicte Vergès-Chaignon, Éric Allary, Robert Paxton, Laurent Joly, Jean-Paul Cointet, Yves Pourchet, Nicolas Rousselier, Milo Lévy-Bruhl, Annette Viviorca, Renaud Meltz, Claire Andrieux et d'autres donc. Je voulais les citer parce que ça m'intéresse beaucoup de comprendre quel va-et-vient vous faites avec le savoir historique et votre licence romanesque. Alors, c'est une très bonne question, c'est encore Chloé, parce que pourquoi je les cite tous? C'est que c'est 30 ans de ma vie, de lecture, de recherche, d'université, de podcast, etc., etc. Donc j'ai accumulé à travers toute leur lecture des savoirs que j'ai transformés en podcast, par exemple, récemment. Donc j'ai baigné depuis 30 ans dans cette France occupée, cette Seconde Guerre mondiale, cette France déchirée, cette France happée par Philippe Pétain, détournée par Philippe Pétain, etc., etc. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que tu veux raconter? Et en fait, je me suis dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est essayer de comprendre une psychologie, c'est comment un homme qui, comme 90% des Français, se réjouit de l'arrivée de Philippe Pétain en juillet 1940, se retrouve, comme 90% des Français, extrêmement soulagé par l'arrivée des Alliés en 1944. Donc c'est ma matrice de départ. C'est que je me suis dit, comment est-ce que, au fil des semaines et des mois, un homme peut intérieurement se poser des questions? Mais vous voyez qu'on quitte tout de suite l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est de l'archive, vous avez un squelette, et donc les squelettes, ce sont les archives. Et vous devez phosphorer sur ces archives. La littérature permet de rajouter les muscles, la peau,
la sueur, les angoisses, la psychologie. Donc moi, mon idée de départ, c'était celle-là, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre, à la base de tous ces travaux historiens que j'avais dans ma tête, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre que cet homme fasse ce chemin-là, comme 90% des Français, j'imagine. Et comment ça se passe alors que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons comment ça se termine. Quand en mai 1941, les Allemands sont là depuis 1 an, personne ne sait comment ça va se terminer. D'ailleurs, ils sont triomphants en mai 41. Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce chemin-là. Comment est-ce que tout d'un coup, psychologiquement, quelles questions un homme, ça aurait pu être une femme, hein, se pose face à ces questions morales extrêmement importantes. Donc c'était ça. Donc l'aller-retour, il se fait comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est nourri par leurs travaux, nourri par mes lectures, mais aussi habité par mes propres angoisses, sans doute. Habité par les questions que je me suis posées depuis 30 ans, en me disant, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Comment tu aurais réagi? Pétain signe l'armistice le 22 juin, la vie reprend. Franck reprend son boulot. Comme peut-être beaucoup de gens ont repris leur boulot. Mais comment est-ce qu'on compose avec ça? Comment est-ce qu'on fait quand on est Franck Meyer et que tout d'un coup, la clientèle n'est plus la même? Voilà, donc ça c'est ce qui m'a vraiment obsédé pendant tout le travail. Mais vous voyez bien que si on commence à faire ça, c'est là où la littérature peut aller, pas l'histoire. Parce que je commence à penser à la place de Franck Meyer. Et ça, tout d'un coup, c'est bien pour ça que j'ai mis en gros sur le roman, sur le grand roman de l'occupation. Et vous voyez, même, je vais vous dire autre chose, il était question qu'on mette une photo de Franck Meyer sur la couverture. Je dis non, on ne peut pas faire ça. Parce que ce n'est pas une biographie de Franck Meyer. Donc je ne voulais pas mettre en erreur le lecteur. On écrit en gros roman, c'est vrai, sur une base de personnages qui ont existé et de matière historique, et on met la photo d'un barman du Ritz, mais qui n'est pas Franck Meyer. Parce que c'était bien de dire, attention, vous entrez dans un roman. C'était important. Voilà. Vous parliez de cette entrée par la psychologie du personnage, mais dans la psychologie du personnage, qui se retrouve par exemple, pour, je ne sais pas, dans le public qui a lu le livre, et sans doute des gens ne l'ont pas encore lu, ça se retrouve avec, par exemple, cette voix intérieure en italique, qui trame aussi, qui jalonne le récit. Ça se retrouve avec un journal intime fictif. Donc c'est totalement assumé, cette part de fictionnalisation, de spéculation. C'est un régime spéculatif. C'est exactement ça. On suppose, en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait aussi une question, une grande question? On ne l'a pas dit de façon assez explicite sans doute, vous n'êtes pas que passeur, vous êtes aussi historien, et historien au titre de passeur, mais passeur au titre d'historien. Et donc est-ce qu'il y avait aussi une grande question historique c'est plus que ça. Qui n'était pas qu'il fallait empoigner, et au-delà de la psychologie de cet homme présent sous l'occupation, dans le cœur du réacteur. Le Ritz, c'est le cœur aussi un cœur des pratiques du pouvoir collaborationniste, mais aussi les nazis. Et bien sûr, et de dignitaires du régime, et d'officiers de la Wehrmacht, d'officiers supérieurs de la Wehrmacht. Bon, comment dire, c'est plus qu'une question, c'est une grande angoisse. Moi, j'ai été formé par des historiens qui ont du mal à aller vers la supposition ou la projection littéraire. Donc, pour tout vous dire, au départ, il y a 800 pages. Le roman fait 800 pages. Pour me rassurer, à dire que les 400 pages qu'on a enlevées, c'était uniquement de la matière historique. Comme je cherchais à me protéger de mes propres angoisses. C'est ça que vous avez élagué ? Exactement. C'est qu'en fait, Anna Pavlovitch, qui est mon éditrice chez Albin Michel, me dit, écoute Philippe, c'est intéressant, mais ton personnage est complètement noyé dans ta documentation. Donc, c'est super, mais ça ne va pas. Donc, elle m'a proposé qu'on enlève quasiment, qu'on retrouve le personnage qui était mon moteur principal au départ. Mais comme je voulais raconter la France occupée, tout d'un coup, il y avait 10 pages sur le marché noir dans le quartier de l'Opéra. Voilà. Elle me dit, mais c'est pas possible, on perd le fil très régulièrement. Donc, pour me rassurer, j'avais fait ça. Parce que c'est un conflit intérieur très fort, Chloé. C'est-à-dire que moi, j'étais formé à l'université avec des règles scientifiques qui sont extrêmement précieuses. Et tout d'un coup, vous vous dites, je m'empare d'un matériau historique avec des personnages qui ont existé, mais je vais m'offrir le droit de penser un peu à leur place et parfois même de m'insinuer dans leur psychologie. Bon, c'est particulier et ça m'a pris beaucoup de temps, avec beaucoup d'angoisse, je le dis. Ça n'a jamais été simple. Ça n'a jamais été simple. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez découvrir sur la collaboration ou sur l'occupation d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une question que vous vous posiez
ou qui a surgi en cours de travail. C'est combien de temps cette écriture? Alors, en tout et pour tout, avec le travail de recherche, c'est 7 ans. Et Donc, l'écriture, c'est 3 ans. en 7 ans, j'imagine qu'il Oui, peut y oui. avoir des déplacements chez Oui, un oui. auteur. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était comme une question latente, qui n'était pas répondue par le savoir historique? Oui, oui. Qui est une question toute simple, que je pense chacun s'est posée, mais quand on vit pendant presque 10 ans avec Franck Meyer, on se la pose tous les jours. C'était en effet, qu'est-ce que tu fais le 23 juin 40? Qu'est-ce que tu fais le 10 juillet 40? Qu'est-ce que tu fais le 31 août 41? À dire que c'est une question qui était tout le temps là dans ma tête. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que j'ai produit un podcast sur les résistantes. Et c'est intéressant de voir comment les femmes se sont engagées beaucoup plus rapidement dans la résistance que les hommes. Pour plein de raisons qu'on peut expliquer, c'est un peu long, on ne va pas faire ça maintenant, mais... Et je me suis dit à quel point, finalement, Franck était assez un stéréotype masculin du début de l'occupation. C'est-à-dire qu'il a des responsabilités, la vie reprend, il a des patrons, il a une vie sociale, et tout d'un coup, il se remet dans cette vie sociale très vite, puisque la vie repart. Bon, ben c'est un peu angoissant de se poser la question. Qu'est-ce que moi j'aurais fait ou qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je vais faire si tout d'un coup nous basculons dans un autre monde? Voilà. Bon, c'est une question qui me hante depuis que je suis adolescent, en vérité, mais comme beaucoup de Français et de Françaises, au fond, je pense. Et donc, ça m'a accompagné tout le temps. Et à la fin des fins, j'ai pas la réponse, bien sûr. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop dévoiler le livre, mais la fin du roman est un peu particulière. C'est-à-dire que Franck vit la libération d'une manière un peu particulière. Et je crois que c'est une manière pour moi de je ne veux pas aller trop loin parce que je ne sais pas si les gens ont lu le roman ou pas, mais c'est une manière pour moi de... Enfin, vous voyez, Franck n'est pas à Place de l'Opéra à chanter avec tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est aussi dans une grande culpabilité. Voilà. Alors moi aussi, j'essaye de faire attention et en même temps, il faut bien que j'avance dans mes questions et j'en ai plein. Donc j'espère ne pas vous dévoiler trop du roman. Il faut peut-être dire aussi qu'il est jalonné par des dates qui ajoutent au caractère historique de ce roman. Et en 1944, je ne donne pas la date précise, il y a cette phrase, c'est un petit saut dans le temps parce que justement c'est très intéressant, il y a cette phrase, je ne dis pas non plus à qui il parle, pardon. Tu leur diras que je n'étais pas qu'un collabo. Oui. Et là, c'est vous qu'on trouve derrière cette phrase, il me semble. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, je suis très heureux que vous l'ayez repéré, parce que tout d'un coup, Franck s'aperçoit qu'il est dans des remords profonds, que c'est à la fois un personnage très ambigu. Il a profité de la guerre, Franck Meyer, et en même temps, il a protégé des gens qu'il aimait, d'autres qu'il ne connaissait pas. Donc il a eu un comportement très ambigu, et au moment où il s'aperçoit que peut-être il n'a pas fait les bons choix en 40, comme Blanche Ozello, qui immédiatement réagit comme il faut. Je pense qu'il est assez fasciné d'ailleurs par cette réaction de Blanche. Il aimerait avoir son courage, il aimerait avoir son authenticité, sa ténacité, sa force. Mais non, il n'y arrive pas. Il fait ce qu'il peut avec son intérieur et son réel. Et je pense que quand tout d'un coup arrive la libération, il dit à Georges, tu leur diras que je n'étais pas qu'un collabo. Et c'est là où il y a la culpabilité, sans doute. Et c'est pour ça que je ne présage de rien de ce que j'aurais fait. Voilà, c'est là où je n'ai pas la réponse. Et c'est une question fondamentale, et qui se pose au passé, qui se pose au présent, je le redis, voilà, qui se pose au présent. Voilà. J'aurais peut-être pu le dire avant, c'est évidemment le portrait. Donc, ce n'est pas une biographie, mais c'est un portrait très incarné. Vous parliez de chair, de sueur, de muscles et de peau. Donc, c'est un portrait de Franck Meyer, mais c'est un portrait du Ritz aussi, Oui, oui. dont la propriétaire ne sera pas inquiétée à la sortie de la guerre. C'est le cœur du pouvoir. J'ai attrapé aussi une expression dans le roman, c'est le lieu des illusions, le Ritz. Qu'est-ce que ça veut dire de s'ancrer au Ritz pour attraper quelque chose de l'ordinaire? Parce qu'en fait, d'un point de vue du savoir historique, vous racontez l'ordinaire sous l'occupation. Pourquoi le Ritz? C'était un lieu qui vous fascinait, qui vous donnait une porte vers quoi exactement? Alors, le Ritz, il est là pour 2 raisons. La première, en effet, parce qu'il me fascine, ce lieu depuis que je suis adolescent. Et il aura un statut très particulier sous l'occupation.
puisque tous les palaces parisiens ferment début juin 1940, mais Georges Mandel, qui est ministre de l'Intérieur du gouvernement Reynaud, dit à Marie-Louise Ritz, ne fermez pas, vous êtes une famille suisse, vous êtes neutre, quand les Allemands vont entrer dans Paris, ils vont confisquer les palaces, mais si vous restez ouverts, ils vont composer avec vous. Donc Marie-Louise Ritz et le baron Pfeiffer, qui on va dire qui est le propriétaire avec Marie-Louise du Ritz, décident de rester ouverts. Et en effet, quand les Allemands arrivent le 14 juin 40, place Vendôme, surprise, il y a un groom, il y a un barman, il y a une femme de chambre, il y a un board. Tout d'un coup, le Ritz est ouvert. Donc il faut composer avec ça. Et d'ailleurs, effet d'aubaine, on appelle Berlin et Goebbels dit « génial, on va pouvoir en faire un outil de communication. Nous sommes à Paris, nous les nazis, mais la vie continue. » Donc mondanité, dîner, défilé de mode, etc. C'est ce qui va se passer pendant 4 ans. Il faut faire revenir les artistes français, on va faire des opérations franco-allemandes, etc. Donc ce lieu est très particulier. Donc il m'a très vite fasciné en me disant, tiens, voilà ici un endroit un peu étrange où beaucoup de choses se côtoient, comme un petit théâtre, à la fois de masques et d'ombres, et donc qui est un lieu génial pour un récit. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, Chloé, qui est aussi très importante, qui est plus personnelle, c'est que c'est un monde du luxe, donc un monde de l'aveuglement. C'est un monde où on ne voit rien. C'est un monde où on ne voit pas le monde du dehors. C'est un monde où on ne voit pas que Paris souffre, que Paris crève de faim, que Paris a froid, que Paris est harcelé, que Paris est déporté. C'est un monde assez facile. C'est un monde où on ne manque de rien, où on a chaud, où on boit comme on veut, où on mange comme on veut et on s'amuse comme on veut. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est de se dire que quand on vit dans le confort, on est souvent aveuglé et on s'accommode assez bien de ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Peut-être que ça parle de moi aussi, Chloé, ça, quand je dis ça. Je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, peut-être que ma vie est assez facile. Est-ce que j'ai assez conscience de ce qui se passe autour de moi? Vous voyez, c'est-à-dire que le Ritz a cette vertu-là pour le romancier de se dire, tiens, des gens comme Junger qui viennent déjeuner au Ritz, officier allemand, et qui, dans son journal, décrit un peu tout ce Paris. Ces gens sont complètement aveuglés par la situation. Et Franck Meyer est lui aussi complètement aveuglé. Alors c'est un peu plus compliqué, parce que Franck vient du monde du dehors. C'est pas sûr. Est-ce qu'il est aveuglé? Je pense qu'il est tiraillé. Il est profondément tiraillé, parce qu'en plus, il ne vit pas au Ritz. Hein. Il vit rue Henri Rochefort dans le 17e, donc il traverse Paris, il voit ce qui se passe dans Paris. Et Franck sait d'où il vient. Ça, vous lui prêtez l'adresse ou vous, non, vous le savez? Ouais, il vit dans le 17e, rue Henri Rochefort, au 17, je crois exactement. Donc il connaît Paris, il traverse Paris, il voit bien ce qui se passe. Il voit les vieux monsieur qui ramassent des mégots d'officiers allemands par terre pour fumer un bout de clope ou qui chassent des pigeons au Luxembourg parce qu'il n'y a plus à bouffer. Donc il les voit. Et en plus, Franck, il a fait le chemin social, il sait d'où il vient. Et malgré tout, il va se contenter de son présent et de se dire, bon, bah, moi, je m'en sors pas trop mal. Mais il est quand même tiraillé par ça. Il y a un conflit intérieur en lui. Mais néanmoins, que fait-il? Il reste au Ritz au départ. Et puis il commence à servir Göring qui est là dès la fin août 40. Ce Göring il arrive dès la fin août 40 pour commencer à piller les œuvres d'art à Paris, notamment des familles juives. Et donc Göring s'installe au premier étage, suite impériale. Göring descend. Meyer s'en occupe. Vous voyez, donc quand son fils, parce que j'ai des contrepoints quand même, heureusement, dans ce roman, quand son fils lui reproche d'avoir été le valet de Göring, Franck est extrêmement outré, il est extrêmement choqué, il voit bien le mal que ça fait et le côté insupportable de la chose, mais n'empêche que c'est les faits aussi. Voilà. Vous racontez un épisode d'interrogatoire ou de, je ne sais pas si on peut appeler ça un interrogatoire d'ailleurs, en tout cas de rendez-vous, de convocation, on va dire, convocation, voilà, à la Gestapo, et avec cette phrase qui lui est dite, qui est aujourd'hui il n'y a plus de vérité. Qu'est-ce que finalement, est-ce que c'est pas là que niche une forme de sève narrative, romanesque? Est-ce que ça a permis de dilater quelque chose qui vous a permis de vous engouffrer dans la fiction? Ma question est liée aux trajectoires de vos personnages, parce que j'essaye de ne pas vous renvoyer en permanence à vos podcasts, mais évidemment, on vous accueille aussi depuis ça. Et évidemment, vous êtes un passeur sur des personnages très célèbres. Et là, on a un personnage en demi-teinte qui aurait pu être un second rôle, finalement, le second rôle d'Hemingway. Par exemple, on pourrait raconter l'histoire d'Hemingway en racontant celle de Meyer, ou l'inverse d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. Bon, c'est un moment qui m'a arrêtée dans ma lecture.
qu'est-ce que ça vous a permis à quel moment vous vous êtes lâché, pour le dire un peu trivialement? Ça, c'est une question troublante, parce que pendant très longtemps, je ne me suis pas lâché. En effet, j'ai collé au plus près du réel. Et Anna Pavlovitch m'a dit, Philippe, il faut que tu lâches un peu la rampe. Votre éditrice, donc. Mon éditrice, ouais. Il faut que tu lâches un peu la rampe parce qu'on ne te voit pas assez. Il faut que, si tu rentres dans une fiction, si tu veux faire un roman, il va falloir lâcher un peu, justement, et aller vers ce que tu crois être important comme ressort narratif. Et donc, tout d'un coup, c'est là où j'investis la vie de Franck Meyer, c'est qu'au fond, je m'aperçois que ce qui me fascine chez lui et ce qui me passionne chez lui, c'est son chemin social. Vous savez, il y a un mot très à la mode aujourd'hui pour dire ça, c'est transfuge de classe. Bon. Et en fait, je m'aperçois que ce qui me fascine chez lui depuis très longtemps, c'est ça. Dès le début, quand vous en entendez parler par un de ses successeurs? Exactement. Et en fait, Colin Field, qui a été un des grands barman du Ritz, donc c'est Colin qui m'a présenté, entre guillemets, Franck Meyer, et en me racontant son histoire et les souvenirs qu'ont les barmen du Ritz de cette figure tutélaire un peu pour eux. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que ce qui m'intéressait chez lui, c'était ça. C'était son parcours social, comment il s'était inventé une vie comme une sorte de rêve moderne un peu. Je dis souvent ça, mais le rêve moderne, pour moi, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on s'arrache de ses racines culturelles, géographiques, parfois religieuses, pour s'inventer une vie et devenir quelque chose. Bon. Franck Meyer est une incarnation parmi 100 000 autres de ce rêve moderne. Bon. Eh bien, vous savez, quand vous êtes vous-même un transfuge de classe, vous êtes assez sensible à ces gens qui ont fait ce parcours. Et donc, quand Anna me dit « mais lâche-toi », je me suis dit « d'accord, en fait, je vais investir la vie de Franck. Ce qui me fascine chez lui, c'est son chemin social, son accomplissement. Quand les Allemands entrent dans Paris, il a 55 ans, j'en aurai 50 l'année prochaine. Il s'est construit un rêve. C'est un monde inouï pour Franck Meyer, le bar du Ritz. Et tout d'un coup, le rêve est fracassé par l'entrée des Allemands dans Paris. Et donc là, je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce que tu aurais fait, Philippe, à 55 ans, devant l'entrée des Allemands dans Paris, alors que tu as passé ta vie entière à vouloir devenir ce que tu es devenu? Voilà. Et c'est là où je me suis dit, en fait, on va lâcher un peu l'histoire et on va rentrer dans une fiction. Et on va se dire, tu vas essayer d'investir l'esprit de Franck en te projetant avec des ressorts qui sont les miens, de qu'est-ce que tu aurais fait. Voilà. Et donc ça, là, j'ai lâché la rampe. Là, je me suis dit, OK, je vais entrer dans la tête de Franck Meyer. Est-ce que c'est plus facile, par exemple, d'imaginer, on va dire ça, pour nommer ce régime spéculatif, d'imaginer les personnages secondaires, par exemple? Est-ce que plus on s'éloigne du nœud de l'histoire, du noyau qui est Franck Meyer, est-ce que plus vous vous éloignez, plus vous pouvez accéder à une forme de latitude? Oui, et concrètement, Luciano... Parce que nous, on s'accroche à eux, en fait. Oui, c'est oui. ça qui est paradoxal. Oui. C'est-à-dire que quand on vous lit, ça donne une matérialité et quelque chose de très, très tangible dans le récit, précisément parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont des gens qui ont vraiment existé. Oui, ou pas, parce qu'il y en a deux qui n'ont pas existé. Donc quand on dit lâche-toi Philippe, je me dis je vais me lâcher jusqu'à en inventer deux. Donc j'ai inventé l'apprenti, qui est en fait une sorte de personnage réuni des autres. Il y avait 3 chasseurs, on appelle ça des chasseurs. Il y en avait 3. C'est quoi un chasseur? Un chasseur dans un Ritz, dans un palace, c'est un gamin qui est chargé de trouver un peu tout ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que si vous voulez des huîtres dans une chambre d'hôtel à 22h au Ritz, on envoie un chasseur trouver des huîtres dans Paris, il faut se débrouiller. Hein. C'est une sorte de concierge gustatif. C'est exactement. Et oui, mais ça peut être pour tout. Pour tout. Et donc il y avait ça. Concierge dans les palaces, j'entends. Concierge dans les palaces. Pas gardien d'immeuble. Exactement. C'est le mot. Oui, c'est important. Et donc il y en avait 3 et j'en ai constitué un qui s'appelle Luciano, mais je l'ai beaucoup inventé. Je l'ai beaucoup malaxé. Et le diplomate Fersen, pareil, c'est un personnage que j'ai inventé, tiré de personnes que connaissait Franck, des réseaux diplomatiques, etc. Donc je suis allé jusqu'à inventer les personnages. Ce qui là incluait était une sorte d'étape supplémentaire pour moi, de faire entrer des personnages qui n'existaient pas dans l'histoire. Et quant aux personnages secondaires, effectivement... dont certains sont très connus. Oui. C'est ça qu'ils deviennent secondaires. Bien sûr, mais donc ce qui compte finalement, c'est
quand on dit lâcher un peu la rampe, c'est que ce qui m'intéressait, c'était le regard que pouvait porter un transfuge de classe sur Gabriel Chanel, sur Sacha Guitry, sur Ernst Junger. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment est-ce que tout d'un coup, comme on essaye de se projeter dans la tête de Frank Meyer, comment est-ce que ce personnage, qui n'a pas eu beaucoup d'éducation, qui s'est construit, qui a été habitué à servir toute une clientèle incroyable dans l'entre-deux-guerres, comment est-ce qu'il gère cette nouvelle situation? Et comment est-ce que dans ce climat qui est 40-44, comment est-ce que son regard change ou pas en fonction du changement des comportements des uns et des autres? Parce qu'en fait, chacun va s'adapter au réel et au nouveau présent. Et donc ça qui est intéressant, et pour le coup, là, vous imaginez bien que c'est une interprétation, parce qu'on ne trouvera jamais une archive de ce que pense Frank Meyer de Sacha Guitry qui vient au bar. Vous voyez, ça forcément c'est de la projection romanesque, c'est évident. C'est là encore une fois, la littérature peut se permettre d'aller. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous êtes interdit dans la licence poétique? Alors je vais essayer de répondre différemment. Donc il y a des choses que j'ai respectées absolument, la chronologie, évidemment. Je réponds comme ça, puis je verrai si j'arrive à un interdit que j'aurais transgressé. C'est un livre qui est cadencé. Vous dites la chronologie, et Oui, effectivement, il y a une cadence. Oui, oui. Qu'est-ce que... J'ai pas de réponse tout de suite, en fait, mais je réfléchis. Est-ce que je me suis interdit quelque chose? Je crois pas, puisque, vous voyez, même... je fais parler Göring, je fais parler Junger. J'ai passé beaucoup de temps avec Göring, vous voyez, pour essayer de comprendre qui il était. Alors, comment vous avez travaillé, par exemple, sur Göring? Göring, j'ai lu beaucoup de choses en historiographie. Il existe des biographies en allemand. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur Göring. J'ai trouvé des archives de Göring à Paris, en tout cas des rapports de police, etc. Et donc j'ai passé du temps à lire autour de Göring. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, bon, donc je sais que Göring est totalement morphinomane. Il y a des éléments du Ritz là qui sont documentés où on sait que Göring a des comportements extrêmement toxicomanes. C'est-à-dire que tout d'un coup, en effet, Göring peut se promener la nuit avec son bâton de maréchal comme une majorette. Ça, c'est documenté. Et donc, je me suis dit, j'ai lu beaucoup, j'ai les documents, donc je vais essayer d'imaginer ce qui peut se passer quand Marie-Louise Ritz veut rentrer dans la chambre de Göring. Et ça, l'histoire ne peut jamais le faire. Il n'y a pas un document qui vous racontera ce qui s'est passé dans la chambre impériale du premier étage entre la vieille Marie. Je l'appelle la vieille parce que c'est son surnom à l'époque. Hein, c'est pas du tout péjoratif. Avec un V majuscule. Avec un V majuscule. Qu'est-ce qui se passe entre Göring et la vieille et Franck dans cette chambre d'hôtel du Ritz? Ça, évidemment, vous voyez, je me suis même autorisé ça. Ce qui est un peu vertigineux, en fait, en vérité. Mais je crois que j'ai adoré faire ça. D'un point de vue humain, d'un point de vue presque analytique, je ne sais pas comment vous dire. C'est tout d'un coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe en termes de psychologie dans ces gens qui vont échanger quelque chose dans ce moment-là précis? Qu'est-ce que vient chercher la vieille? Elle vient chercher un défi, elle vient chercher un répit, elle vient chercher une victoire, elle vient chercher une complicité. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elle veut voir Göring parce qu'il y a un souci dans l'hôtel? Mais comment ça se passe, cette rencontre? Parce que j'ai lu beaucoup sur elle aussi. Il existe pas mal de choses. Donc, on lit et puis on se dit, il va y avoir une rencontre. Presque un affrontement entre les deux. Une joute verbale, en tout cas. Et ça, c'est assez vertigineux à inventer. On se dit, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Voilà. Ces deux fauves, voilà. L'un face à l'autre. Et bon, ça a été très, très intéressant à produire. Voilà. Est-ce que ça... Donc, vous disiez, c'est plus de 7 ans de travail. Est-ce que le livre est apparu il y a 6 mois, donc vous l'avez lâché, abandonné à son sort, et nous l'avez transmis maintenant il y a plus d'1 an. Est-ce que 1 an plus tard, vous pourriez dire que ça a modifié la manière dont vous travaillez sur le matériau historique dans le reste de vos activités? Est-ce que le fait d'avoir fait ce voyage en littérature avec un roman historique qui flirte, on peut dire, c'est vraiment ça, c'est un flirt, Oui, c'est un flirt. avec le matériau historique, et nous-mêmes ne savons pas
à quelle sauce vous nous mangez, en fait, Oui, ce oui. qui est vrai et ce qui est faux. Mais peut-être que Euh, ça a pu me plaire, ça aussi d'ailleurs. Mais bon, quelque part. de jouer. Oui, de jouer, bien sûr, ouais. Comme un plaisir presque enfantin de jouer avec ça et avec les lecteurs, les lectrices. Euh, J'allais vous dire une chose. Est-ce que ça a changé quelque chose Alors non. dans le reste de votre Alors, dans mon travail travail. à la radio, non. Enfin, comment dire? Si on parle de cadence et de rythme, oui. Ça, c'est venu un peu nourrir mon écriture, mais plutôt en termes de presque de grammaire radiophonique. Donc ça, l'un nourrit l'autre et inversement. Ça, c'est sûr. Après, quand on fait un podcast sur Louis-Ferdinand Céline, là, on est à l'os, quoi. On est aux archives, on ne bouge pas. Ça, il est hors de question de pratiquer ce que je viens de décrire. Mais je vais vous dire une chose un peu étrange qui est assez personnelle. Bon, ce dont on vient de parler, ça m'a fait du bien, au sens du soin. Ça m'a soigné. Pourquoi je vous dis ça? Il y a eu 3 versions de ce roman. Et au fur et à mesure des versions, Franck était moins en colère. Peut-être que je suis devenu moins en colère. Parce que le roman m'a permis d'exprimer les choses qui étaient en moi. Et en fait, c'est assez troublant parce que je m'aperçois que je suis plus apaisé qu'il y a un an, au moment où on a rendu ce manuscrit définitivement. Et comme si tout d'un coup j'avais lâché quelque chose de moi dans ce roman et qui est allé à la rencontre des autres. Et le petit vertige que ça procure, c'est que en plus, ce livre rencontre un public assez nombreux, et donc c'est extrêmement troublant. Je vous le dis, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant, vraiment pas. Vraiment. Ah, vraiment pas. Je vais vous dire, je vais être très transparent avec vous. Premier tirage, 12 000 exemplaires, ce qui est déjà très prétentieux en vérité, c'est déjà beaucoup pour un premier roman. Mise en place, 9 000 en librairie. Avec Anna Pavlovitch, on s'était dit, peut-être qu'on peut vendre le stock et réimprimer une fois. Peut-être qu'on fera 15 000 et ce serait merveilleux. Et puis, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, que j'ai du mal à m'expliquer encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est qu'à la fois, je suis extrêmement heureux de ce qui s'est passé et de ce qui se passe, mais ça me trouble beaucoup. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement expliquer Qu'est-ce qui vous trouble? tous ces gens qui m'ont écrit pendant tout l'été. Et c'est très troublant. Parce que je me dis, tiens, j'ai dû peut-être raconter quelque chose qui est venu toucher un truc profondément peut-être dans l'âme humaine. J'en sais rien. Je ne peux pas dire ça de manière prétentieuse, mais c'est troublant de vivre ça. Moi, j'étais dans mon coin, j'ai écrit quelque chose que j'ai beaucoup malaxé, retravaillé, avec mes angoisses, et tout d'un coup, ça sort, et boum. Et donc, on se dit, mais alors, qu'est-ce que je suis allé toucher dans le cœur des gens? Voilà. Et donc ça, c'est étourdissant un peu. Vous voyez, c'est un peu étourdissant. Parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'angoisse, c'était aussi... c'est toujours maladroit de séparer les deux, mais est-ce que c'était aussi le cœur même de l'écriture, le travail des mots, le ton, votre statut d'écrivain, de Bien sûr. romancier finalement? Est-ce que c'était d'abord ça, l'angoisse? Parce que vous nous avez parlé de d'autres types d'état d'âme tout à l'heure, Oui, oui. sur la véracité, sur le rapport aux sources, sur la licence, sur la latitude qu'on se donne. Est-ce que dans l'écriture même, ça a été laborieux? Très laborieux. Très laborieux parce que, comment vous dire, je me suis souvent, très longtemps, senti interdit d'écrire de la fiction. C'est pas pour moi. Donc, il faut se battre contre soi-même et se dire, en fait, si, je vais quand même y aller. Si, je vais quand même y aller. Et voyez, dans le roman, Frank Meyer a sorti un livre en 1936 sur les conseils, dit-on, de Fitzgerald, qui l'aurait poussé à écrire un livre. Mais Frank lui dit, mais moi, je ne peux pas écrire, je ne sais pas écrire. Son livre de recettes, oui, qui reparaît cette voilà, année au exactement. moment de la parution de celui de Philippe Collin. Et L'art du cocktail. c'est ça, exactement, bravo, qui est un best-seller mondain des années 30. Vraiment, c'était un objet qu'avait pensé Frank, écrit en anglais, enfin, une sorte d'objet un peu très mondain. Voilà. C'est dire s'il était connu. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y en a 1000 exemplaires seulement tirés. Les 300 premiers numérotés, quand on voit numérotés et dédicacés, quand on voit la liste des dédicaces des 300 premières personnes, on se dit d'accord, Frank Meyer connaissait le monde entier. C'est assez impressionnant.
Mais donc, vous voyez, Franck, dans le roman, dit, mais je ne peux pas écrire un livre, c'est pas mon métier, c'est pas moi. Vous voyez, je ne peux pas le faire. Et Fitzgerald le pousse à écrire. Bon, comment vous dire, pendant des mois et des mois, je me suis dit que j'allais pas écrire. Je ne pouvais pas le faire, je savais pas le faire. Je pourrais écrire une biographie. Allez, pourquoi pas, hein, une biographie de Franck Meyer. Écrire un roman, jamais de la vie. J'ai 50 ans le mois prochain. Un premier roman, le printemps prochain. Écrire un roman à 50 ans, il y a presque un côté un peu ridicule, à vrai dire. C'est Guéla. Pardon ? C'est Guéla. Si tu n'as pas écrit un roman à 50 ans. Exactement. Donc c'est presque un peu ridicule. Donc, bon, on se dit, je vais quand même essayer d'y aller. Je vais trouver quelque chose en moi qui fait que je crois à ce projet. Et personne ne vous attend, par ailleurs, Chloé. Personne ne vous attend. Toute seule dans votre chambre, on y va, quoi. Hein. Bon, je ne vais pas faire le... Mais je vous dis, quand le livre sort et que vous touchez le cœur des gens, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et c'est peut-être une rencontre entre Franck Meyer et moi. Vous voyez, j'en sais rien. D'où ce nœud un peu étrange que j'ai tissé avec lui. Voilà. Vous parliez du fait qu'il était très bien reçu. On est à combien de retirages Retirage, je ne sais pas. Je sais qu'on a dépassé les 150 000 ventes. Oui. Voilà. C'est considérable. Est-ce que vous en êtes où des allers-retours avec les historiens de l'histoire de l'occupation, les historiens de l'histoire de la collaboration Est-ce que une fois qu'il était achevé, vous vous êtes bien gardé de leur envoyer le manuscrit parce que la messe était dite? Est-ce que, au contraire, c'est un dialogue constant? Est-ce que la réception Alors, je me suis bien gardé de leur envoyer le manuscrit, évidemment, en toute Nuit logique, blanche? évidemment. Mais une fois le livre imprimé, je l'ai envoyé à tout le monde, notamment aux 18 que vous évoquez, etc. Il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé d'un point de vue historiographique, une partie de mon équipe qui m'a été en recherche, etc. Bon. Donc le dialogue s'est instauré. Il y a des historiens qui ont très bien compris l'objet de la fiction, d'autres qui le comprennent moins, évidemment. Il y a quelques historiens qui ont été un peu froissés par certaines libertés que je me suis permises d'un point de vue historiographique. Donc, mais c'est intéressant comme débat, je trouve que c'est intéressant. Et j'aime bien avoir cette discussion avec eux. Donc il y en a qui ont très vite compris que c'était écrit roman et que, ok, on jouait le jeu du roman. Et puis d'autres qui sont un peu plus froissés parce qu'ils se disent, écoute, là, Philippe, tu racontes ça, mais c'est compliqué parce que là, ce n'est pas la vérité historique. Je dis oui, mais ça s'appelle une vérité romanesque. Donc ça part du réel. Vous voyez, il y a un débat incroyable, par exemple, entre un historien et... Quand je dis incroyable, c'est que ça me paraît un peu déplacé, mais il y a un règlement interne au Ritz qui interdit les Allemands, officiellement, de venir en uniforme au bar. Bon. Et ils respectent? Alors, deux choses. Le règlement est mis en vigueur à partir de la fin août 40, déjà. Ça veut dire que tout l'été, ils sont tous venus en uniforme. D'accord ? Parce que le reproche qu'on me fait, cet historien en l'occurrence, me dit, mais c'est quand même compliqué, parce que tu racontes un monde où tu dis qu'il y a des officiers allemands qui viennent au bar, etc. Alors, c'est pas possible. Mais alors, d'une part, tout l'été, le début du roman, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas de clientèle, donc j'imagine que les Allemands sont venus boire des verres au bar. Par ailleurs, j'ai des documents iconographiques où Stumpnagel en uniforme est au Ritz et au restaurant du Ritz. Donc je me suis laissé penser qu'il avait quand même pu pousser la porte pour aller jusqu'au bar, vous voyez. Et on me dit, et donc un de ces me dit, là c'est quand même compliqué parce que tu laisses imaginer un monde où tout le monde se retrouve. Alors ça me paraît compliqué, peut-être, mais c'est aussi possible. Dans son journal, Junger dit qu'il va au bar du Ritz. Donc vous voyez, c'est bon, mais c'est vrai qu'il y a un règlement qui interdisait les uniformes allemands. Claude Roulet me disait, qui est l'ancien numéro 2 du Ritz, me dit, c'est vrai que moi, quand tu m'as dit que les officiers entraient au bar en uniforme, c'est compliqué. Bon, c'est une licence poétique peut-être. Et encore, si vous regardez bien le roman, ils sont en uniforme au début. Ils ne le sont pas précisés dans la suite du roman. Donc voilà, c'est des débats, moi je trouve ça assez intéressant. Ça fait plusieurs semaines que j'échange avec eux, et c'est marrant d'aller voir les psychologies des uns et des autres. Qui accepte que c'est un roman, qui n'accepte pas que c'est un roman. Ça, c'est intéressant.
C'est d'autant plus intéressant qu'en histoire, c'est un vrai sujet de tension, de poser la question de pourquoi. Pourquoi les gens font ce qu'ils font. Oui, oui. C'est aussi une question qui est taboue, de prêter des intentions aux acteurs et non pas aux personnages. Mais quand on est dans le champ historien, alors que la réception des journalistes, par exemple, a été dithyrambique au moment où le livre est sorti. Je voudrais poser une dernière question et puis après, on va ouvrir la discussion avec vous qui êtes là avec nous ce soir. Je ne peux pas m'empêcher de vous la poser puisque précisément, c'est sans doute là que creuse la distance avec les historiens, qui est de se poser la question de la psychologie de Meyer. Vous avez commencé par là ce soir. Ça fait 8 ans que vous avez commencé à travailler sur lui, un peu plus que vous avez cheminé avec lui, puisque Oui. la première fois que le barman vous en parle, C'est en 2002. voilà, donc ça fait fait 22 ans que vous je vis l'avez avec dans Franck la tête. Moi, j'ai refermé le livre en me posant une question, et qui est une question que je peux poser là, parce qu'il y en a plein que j'ai retenues pour moi pour ne pas dévoiler le dernier tiers. Avec le recul, vous diriez qu'il obéissait à qui ? Je réfléchis. C'est une très bonne question parce que... C'est peut-être pas super de finir sur une question. Si. Non, mais il obéissait à qui Peut-être qu'il obéissait à son rêve. Voilà. Et que parfois, le rêve peut vous faire prendre un mauvais chemin. Voilà. Et je pense que je dis ça, je réponds à brûle pour point, vous voyez. Mais peut-être qu'il obéissait à son rêve. Voilà. Et qu'il s'est dit, j'ai passé ma vie avant qu'ils arrivent à créer un monde, je ne veux pas y renoncer. Et donc je dois faire des compromis et parfois des compromissions. Et peut-être qu'il obéissait à son rêve et qu'il faut peut-être se méfier de ses rêves aussi, peut-être, j'en sais rien. Voilà. Merci Philippe Collin. Merci beaucoup. Merci Chloé. On va vous passer un micro. Si vous avez des questions, vous en avez certainement. Madame et puis monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Annie Wasserman. La dernière question que vous posez, et vous y répondez, mais pourquoi il obéirait ? Est-ce qu'il a pu obéir à quoi que ce soit durant toute cette période ? Il a fait ce qu'il a pu. J'ai essayé de trouver une réponse à cette question. Oui. Mais au fond, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que si on se projette au jour le jour, encore une fois, nous, on a la fin de l'histoire. Donc, on peut se dire, bah tiens... Mais je pense que Franck, comme je le perçois, s'est débrouillé comme il a pu. Il s'est dépatouillé comme il a pu. Peut-être même qu'il aurait aimé se dépatouiller mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être. Il y a des contre-exemples. Je pense que Blanche Ozello me fascine. D'ailleurs, j'ai dédié le roman à Blanche Ozello parce que je trouve que c'est une héroïne de la vie, Blanche Ozello. Donc il a pu se dire « Ah, j'aimerais bien être comme Blanche Ozello, mais je n'y arrive pas pour des raisons qui sont psychologiques, matérielles, sociales. » Mais je suis d'accord avec vous, au fond. Je pense qu'il a fait un peu ce qu'il a pu. Voilà. Même quand on fait ce qu'on peut, on peut s'affilier. Ça ne veut pas dire que c'est explicite, oui, mais bien sûr, parfois bien sûr. On se met quelque part. Ça m'est venu immédiatement de Ouais. J'aime bien, mais ma question quand même plus on vous écoute. générale. On est ici au mémorial. Je ne sais pas quel, dois-je dire, lien vous avez avec le judaïsme, avec la guerre. Pourquoi Franck Meyer, le juif ? Alors, je ne suis pas juif, madame, du tout. Mais je crois que je me suis senti juif dans ma vie plusieurs fois. Je pense que devant un antisémite, on peut se sentir juif, même quand on n'est pas juif. Vous voyez ? Donc, je pense qu'avant nous, il y avait l'affaire Dreyfus avec Vincent Duclerc. Je pense que Zola n'est pas juif, mais que Zola s'est senti juif. Vous savez, être juif, je crois que c'est aussi une question de conscience morale. Voilà, le rapport aux autres. Donc, ça m'obsède depuis très longtemps, pour tout vous dire. Et parfois, quand on est à la marge de certaines choses, on peut ressentir des choses qui sont similaires. Voilà. Donc, en effet, c'est quelque chose qui m'obsède parce que ça parle profondément de l'humanité et de notre rapport
de chacun aux uns et aux autres. Et cette question, elle n'est pas réservée aux Juifs, elle est réservée à tout le monde. C'est une question profondément sur la dignité humaine. Voilà. Donc c'est en ça que je crois que... Et je suis très heureux d'être à Mémorial ce soir aussi, parce que c'est un lieu qui compte. Et encore une fois, je ne suis pas juif, mais parfois, je me suis senti juif dans la vie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, j'ai travaillé 52 ans au Ritz. Ah, merveilleux, merveilleux. De Merci d'être venu. 1969 à 2021. Bravo. Mais nous sommes parlé ou pas, monsieur? Oui, je suis Serge. Ah, mais bien sûr, Serge. On s'est beaucoup par le téléphone, mais bien sûr, évidemment. Alors, enchanté. Et je veux dire, on est au service de quelqu'un, et donc on ne culpabilise pas, même si on a une aversion pour la personne. Et oui. Avant tout, c'est l'intérêt du client et de l'hôtel. Donc, je ne pense pas que... Peut-être qu'il a eu, avec son fils, Franck Meyer a eu peut-être, vis-à-vis de quelqu'un de l'extérieur, ça peut paraître, vous avez collaboré. Non, il a servi quelqu'un qui habitait l'hôtel. Et je pense que, même moi, il m'est arrivé d'avoir des aversions que je détestais des clients, mais je devais avoir le sourire, etc. La seconde question, parce que j'en ai au moins 3, hein. J'ai pas pris des notes. Et j'ai lu votre livre bien en profondeur, et j'ai eu des anciens collègues qui ont connu beaucoup de personnes de votre roman. Entre Franck Meyer et Collins, oui. Il y a eu Bertin Asimon. Bien sûr, oui. Et Franck Meyer a créé le Bloody Mary. Oui. Il a redonné toute la recette à Bertin, parce que les 2 bars en question, c'était le Grand Bar côté Cambon. Jusqu'en 1936, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les bars. Et donc, et le Bloody Mary a été créé pour Ernest Hemingway, et puis tous les Gary Cooper, les Humphrey Bogart, tout ça, qui est des grands buveurs. Donc, le palais, avec le Bloody Mary, n'avait plus... il ne sortait pas l'alcool. Et quand, en 1936, les femmes ont été autorisées à rentrer dans le bar, comme Frank Scheuer, avec l'aide de Bertin, qui était son adjoint, ont été, et Franck Meyer, bien sûr, ont créé le Petit Bar, qui est maintenant le bar Hemingway, mais ça s'appelait le Petit Bar, où il y avait uniquement les hommes. D'autre part, je pense que Blanche-Zélo, bon, c'est un roman, hein, comme vous avez dit, vous lui a donné beaucoup plus d'importance dans l'histoire du Ritz, dans le fonctionnement. Son mari, Claude Zélo, on a eu 2 directeurs généraux importants au Ritz en 125 ans. C'est Claude Zélo, et le suivant, c'est Frank Klein, qui a fait... moi, j'ai connu deux propriétaires, la famille Ritz de 69 à 1979, et la famille Al-Fayed de 1979 à 2021. Donc, les deux, Madame Marie-Louise Beck-Ritz, avec un peu de pouvoir, mais c'était vraiment les actionnaires qui avaient toutes les données en main pour pouvoir, dans le bon fonctionnement du Ritz. Ce qui s'est passé, comme vous avez dit justement, en 1940, il fallait rester ouvert, parce que comme ça, on ne risquait pas d'être réquisitionné comme ont été le Meurice, etc. Donc, Marie-Louise Beck-Ritz pouvait, avec le petit pouvoir, faire ce qu'elle a essayé d'améliorer l'ordinaire. Moi, quand je suis rentré en 69 à 16 ans, comme groom liftier, le Ritz était dans son pur jus des années de sa création en 1898. L'hôtel était plein parce que les gens venaient pour 6 mois, 5 mois. Ils arrivaient par le 1er France au mois d'avril, et ils repartaient au mois d'octobre.
Donc l'hôtel était archi plein. Donc pourquoi faire dépenser de l'argent, améliorer les choses? Il n'y avait pas de télévision, pas de radio dans les chambres, pas d'air conditionné. Et on a eu, par contre, Monsieur Césarit, c'était un novateur, parce que c'était le premier hôtel à avoir dans les chambres une salle de bain et les toilettes. Ça n'existait pas avant. Les écologistes de l'époque ont grimpé au rideau parce qu'ils disaient que c'était pas sain, mais on était le premier hôtel à avoir ça. Et en 79, quand M. Al-Fayed a racheté l'hôtel, il a créé, il a fait installer l'air conditionné, etc. Monsieur. Merci Serge. Oui. Il y a monsieur qui vous fait une question en fait là-bas. Oui. Merci Serge. beaucoup pour Merci, votre Serge. témoignage. Merci. beaucoup. Vous nous direz, une fois qu'on aura rendu la salle, si vous aussi, quand vous arrivez en 69, vous êtes obsédé par ce barman. Bonsoir et merci de... Vous avez dit en préambule que vous n'étiez pas sûr... Attendez, Vous m'entendez? On en parle tout Ah, à l'heure. On allez-y, vous écoute, monsieur, monsieur. je vous écoute, Merci. Vous aviez dit en préambule que vous n'étiez pas sûr que Frank Meyer était juif. Est-ce que vous auriez pu peut-être raconter la même histoire d'un barman du Ritz sans absolument dire qu'il était peut-être juif? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mais en fait, si vous voulez, c'est une très bonne question parce que je me la suis beaucoup posée. Mais parce que j'avais des traces qu'il pouvait l'être, je me suis dit, en tout cas, peut-être que ça fait écho à ce que je vous ai dit à l'instant. Ce dont je suis sûr, c'est que Frank Meyer a dû se sentir juif. Parce qu'il n'a pas dénoncé les gens qui étaient avec lui et près de lui. Il a fait attention à certaines choses. Je ne raconte pas tout parce que vous verrez dans le roman. Bon, il a même aidé certaines personnes à s'en sortir. Donc je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est raconter ça. C'est peut-être qu'en 40, j'aurais repris mon boulot, mais je me serais senti juif. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, et comme je ne voulais pas faire un livre d'histoire en disant au lecteur, je ne sais pas s'il est juif ou pas, et comme c'était, vous savez, dès le départ, un roman où j'allais être dans la tête de Frank Meyer, j'aurais pu faire un autre roman avec un narrateur omniscient et en laissant la question en suspens. Mais à partir du moment où je pense que j'écris avec ces italiques, Frank Meyer, il doit savoir s'il l'est ou pas, de toute façon. Vous voyez, donc j'étais un peu coincé dans mon procédé. Donc j'ai postulé comme une supposition qu'il l'était. Et vous Voilà. pensez quoi, finalement? En fait, j'en sais rien s'il l'est ou pas. Je pense qu'en tout cas, il a... Parce que nous, on vous croit quand même. Oui, mais il n'empêche qu'il a pris des décisions qui laissent à penser, même pas à penser, c'est une preuve qu'il a été très sensible à la cause des Juifs sous l'occupation. Donc, Et il dissimule quelque chose. oui. Il dissimule quelque chose. Bien sûr. Et surtout, je vais vous dire quelque chose de très important, c'est que dans les années 30, je répète ce que j'ai dit, il va changer les papiers de Blanche Rubinstein. Donc Franck sait déjà, et ça c'est documenté, et c'est Hilaire Mazzeo qui m'a raconté ça, c'est que Franck sait déjà que dès 36, 37, 34, il est dangereux d'être juif. Il le sait. Et donc c'est une chose que peut-être il s'est dit lui-même, en disant attention, il faut cacher ça. Et il ne faut pas le révéler. Et je ne le révélerai pas pour les autres. Mais je n'en sais rien. Donc j'ai fait un choix, et c'est une supposition sur laquelle j'ai phosphoré. Voilà. Une autre question, madame? Il y a un micro qui est là. Juste par rapport à la fin du roman, sans dire la fin du roman bien sûr, pourquoi vous ne l'avez pas achevé à la mort justement de Frank Meyer? Parce qu'il est mort en plus un peu mystérieusement. Oui, parce qu'en fait, j'avais une chronologie d'entrée et de sortie. C'était un hôtel, 1533 nuits d'occupation allemande. Donc le roman se terminait le jour où les Allemands quittaient l'hôtel. C'était comme ça dans ma tête depuis le départ. Et je vous laissais aussi laisser Franck vivre dans vos esprits après le roman. Voilà, comment il est mort. Après, libre à chacun d'aller regarder ce qu'il y a dans la vie de Frank Meyer. Mais je voulais rester en suspens et dire, voilà, la vie continue, Franck est toujours là, et il a survécu à ces 1533 nuits. Voilà. Alors, son fils, Jean-Jacques Meyer, il est mort en 78. Son fils... Comment vous dire? Alors, vous voyez, par ailleurs, il y a une petite fille qui s'appelle Marie-Hermine Meyer, que j'aurais adoré rencontrer. J'ai passé des mois et des mois à la chercher. Des mois et des mois à la chercher. Je ne l'ai jamais trouvée.
J'ai demandé plusieurs fois des certificats d'état civil à la mairie du 16e arrondissement. Donc tous les 3 mois, je savais qu'elle était encore en vie parce qu'elle n'était pas déclarée morte. Et elle est morte il y a 1 an. Je l'ai su puisque j'ai découvert sur l'état civil qu'elle était morte. Et donc je l'ai ratée. Donc j'aurais aimé avoir accès à elle profondément pour 1000 raisons, peut-être même pour répondre à la question qui nous concerne ce soir. Donc pour l'instant, il n'y a plus de... A priori, je ne connais plus personne sur l'arbre généalogique. Peut-être qu'il y en aura qui vont surgir avec le roman qui existe. Voilà. Le fils, je ne connais pas grand-chose. Enfin, je sais exactement ce qu'il a fait dans l'entre-deux-guerres, pendant la guerre. Et après, il a dû travailler pour une banque en Angleterre. Voilà. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que l'histoire de la baignoire de Göring au Ritz Oui. est-elle vraie? Ça, c'est authentique, vous voyez. Donc, si on joue à vrai-faux... Serge acquiesce au premier. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Göring était vraiment très dépendant à la morphine et donc il fallait prendre de grands bains pour apaiser ses dépendances. Et donc on a fait des travaux au mois de juillet 40 au Ritz pour l'arrivée fin août pour qu'il ait une grande baignoire dans la chambre impériale du premier étage. Voilà. On va prendre une dernière question avant de signer le livre. Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui, bien donc, sûr. J'ai lu le livre, j'ai beaucoup apprécié, donc je ne parlerai pas de la fin. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a troublé. Bon, vous avez dit qu'il était devenu riche de parler pour boire, ok. Et ensuite, à un moment donné, vous avez dit il a fait des compromis et ensuite, avec une voix un peu plus basse, des compromissions. Est-ce que vous pouvez en parler? Des compromissions, c'est-à-dire que, je répète ce que j'ai dit, les compromissions, c'est que soudain, vous avez une clientèle un peu particulière et que vous décidez, comme disait Serge, on sert un client, on sert l'hôtel, mais néanmoins, c'est une clientèle un peu particulière. On n'a pas évoqué Bonny et Lafont, qui sont 2 grands collaborationnistes français, qui fréquentent le bar, ça c'est avéré. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Franck a affaire à des vrais salopards, et Franck fait son métier. Mais bon, c'est pas comme Serge qui n'aime pas un client, qui est vous voyez, c'est un type de salopard particulier quand même. Bon, là, il y a une forme de compromission. C'est plus un compromis, c'est que là, on va un peu plus loin quand même. Et il aurait pu y avoir d'autres réactions, sans doute. Franck va jusqu'à la fin de la guerre. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.